Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 décembre et c'est avec un plaisir que nous vous recevons aussi aujourd'hui et nous recevons notre invité que nous allons vous présenter tout à l'heure. Comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui se joignent à nous à travers nos différentes plateformes, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Twitter et à travers aussi Instagram. C'est donc un grand plaisir que nous allons encore passer ce bon moment ensemble. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec notre membre de l'équipe que vous connaissez très bien. Bonsoir Patricia, avec un grand sourire. Je suis contente d'être là. Bonsoir Père Jean-Pierre. Bonsoir Patricia, donc un grand plaisir. Encore aujourd'hui, nous allons tenir nos téléspectateurs, disons, nous allons les tenir ensemble pour recevoir notre invité du jour que je te demande de présenter. Qu'est-ce que nous recevons aujourd'hui? Alors, ce soir, nous recevons un homme d'État, comme il se présente lui-même, qui est Monsieur Patient Saïba Tambwe. Voilà, c'est Monsieur Patient Saïba Tambwe. Alors, bonsoir, Monsieur Patient Saïba. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir, Patricia. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission. Voilà, un grand plaisir aussi pour nous, un grand plaisir aussi pour nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Et donc, ça sera un bon moment de dialoguer avec vous, puisque notre émission, c'est Dialogue avec. Et avant tout, on vous donne quand même la parole aussi pour juste dire comment on prononce bien votre nom. Patient, ça on le sait, mais comment on prononce bien Saïba Tambwe, comme ça on est plus sûr. Merci Père Jean-Pierre, mais vous avez très bien prononcé ça. Je pense que vous étiez peut-être en concertation avec mon papa, à qui je rends hommage. Il n'est plus de ce monde. Patient Saïba Tambwe, comme ça se prononce, patient, ça vient de la patience. Saïba, c'est un nom swahili qui signifie ami. Ah oui, c'est ce que je soupçonnais d'ailleurs. Exactement. Je connais un peu le swahili, je crois. Patricia, je connais un peu le swahili, je crois. Oui. Voilà. Mon père avait mis un bémol en écrivant ça avec Y, mais Saïba, ça signifie tout simplement ami. Tambwe signifie lion dans ma tribu. Voilà. Ah oui. Donc, il y a la patience, il y a l'amitié, et puis alors, le lion. Oui, le caractère de lion qui symbolise la force, le courage et la détermination, je pense. Et vraiment, c'est un grand plaisir alors de recevoir quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui peut faire l'amitié facilement, mais qui a aussi la férocité d'un lion. Un lion peut être gentil. Alors, monsieur Patient, Saïba Tambwe, dans Dialogue avec, nous essayons d'abord au départ de donner la parole à notre invité afin qu'on puisse le découvrir davantage. C'est d'ailleurs le premier point, le starting point du dialogue avec, pour que vous puissiez nous parler vous-même de votre parcours de vie, dans le sens de parler de votre éducation en premier lieu, et puis ensuite de votre carrière professionnelle. Alors, vous avez la parole, nous vous écoutons, et puis alors nous allons commencer à vous poser aussi des questions. Très bien. Alors, Père Jean-Pierre, je voudrais d'abord vous remercier toute l'équipe de Dialogue avec, d'avoir bien voulu m'inviter pour donner, je dirais, mon modeste parcours. Et comme vous le savez, ça n'a jamais été facile de se présenter. Parler de soi-même n'a jamais été une tâche très facile. Mais je vais essayer de répondre à cette préoccupation-là de vos auditeurs. Patricia m'avait déjà présenté comme... en donnant tout mon nom, ou mon nom complet, Patient Saïba Tambwe. Et Patricia, je ne sais pas pourquoi elle a choisi seulement homme d'État, mais j'aime bien, en me présentant, dire d'abord que je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis citoyen du monde, je suis homme d'État congolais. Voilà, donc c'est comme ça que je stratifie ma présentation. Chrétien, citoyen du monde, homme d'État congolais. Alors, si je dois parler de mon parcours sur le plan de l'éducation,
je vais être bref en parlant de mes études primaires. Je commence mon éducation à l'école maternelle des Sœurs Oblates. Et là, nous sommes à Béni, en République démocratique du Congo, au Nord Kivu. Je crois que Béni est une ville aujourd'hui connue de tous et de tous les Congolais à cause des atrocités qui s'y déroulent aujourd'hui, alors que jadis, c'était vraiment un coin du pays très paisible où il faisait bon vivre. Alors, je commence mon école maternelle chez les Sœurs Oblates à Béni et je commence mon école primaire 3 ans après, donc 3 ans de maternelle, puis 3 ans après, je commence mon école primaire au collège Kitumaini Païda. C'est une école conventionnée catholique. Je ne sais pas si elle existe encore, avec tous les conflits qui se déroulent dans cette région-là, mais j'espère. En 2012, j'ai eu encore à visiter l'école, elle existait encore. Donc, j'ai passé mes 3 premières années de l'école primaire à l'école Kitumaini Païda. Et après, à la faveur de la création des écoles privées, il y en a eu 2 à Béni, l'école à programme belge et une autre école qu'on appelait Institut de l'avenir de Béni, qui était en fait une école de tout ce qu'il y avait comme élite à l'époque, parce que Béni, c'était quand même un coin cosmopolite. Les gens venaient de toutes parts, vous vous souvenez à l'époque du maréchal, hein, les gens venaient de l'Équateur, du Katanga qu'on appelait Chaba à l'époque, du Bas-Zaïre, un peu partout. Et donc Béni, c'était quand même un coin cosmopolite et très touristique. Donc, c'est comme ça qu'après les 3 années passées à l'école conventionnée catholique, Kitumaini Païda, je suis allé à l'Institut de l'avenir de Béni jusqu'à finir mon école primaire. Et j'ai commencé à ce qu'on appelait à l'époque le cycle d'orientation, CO. Je ne sais pas si ça existe toujours jusqu'à maintenant. Donc, le cycle d'orientation, c'était la première et la deuxième. C'était 2 ans. Où c'était 2 ans. Et donc, j'ai fait ma première année de cycle d'orientation toujours à l'Institut de l'avenir de Béni. Mais puisque mes grands frères étudiaient déjà à Bukavu, à l'internat, à l'Institut Bundi, qu'on appelait à l'époque, dans le temps en tout cas, l'Institut professionnel pédagogique du Kivu, IPPKI. Donc, il a plu aux parents de pouvoir m'envoyer rejoindre mes 2 grands frères qui étaient déjà là-bas. Donc, je suis allé poursuivre mes études secondaires à l'Institut Bundi à Bukavu. Et c'est là que j'ai décroché mon diplôme d'État en pédagogie générale. Voilà. Alors, les études universitaires, je les ai poursuivies toujours au Kivu, mais cette fois-là plus au sud Kivu, donc à l'Institut Bundi, mais à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL, qui était l'une des premières universités privées de l'époque déjà au Zaïre, parce que pour les catholiques, il y avait dans le coin là, il y avait l'université catholique de Bukavu et il y avait l'université catholique de Graben. Et chez les protestants, il y avait l'université évangélique en Afrique, UEA, à Bukavu, à Goma, au Nord Kivu. Je précise quand même que Bwindi est très connu pour certains cadres qu'il a formés, donc l'école secondaire, en commençant par le prix Nobel Mukwege, qui est l'un des aînés. Je ne l'ai pas rencontré quand moi je suis arrivé, mais c'est parmi les gens que Bwindi a formés. L'ancien premier ministre Matata, l'ancien ministre des Affaires étrangères Bizi Makara et l'ancien sénateur Kouyendondo. C'est donc tous des anciens de Bwindi, et donc je suis fier d'avoir fréquenté cette institution. Voilà. Au niveau de l'ULPGL, parmi les cadres que l'ULPGL a formés, qui sont connus dans le microcosme politique, je peux citer l'ancienne ministre des Affaires sociales, je pense, Madame Meloulou Mamboleo. Je peux aussi citer Monsieur Éric Roubouye, qui était questeur au Sénat. Qui d'autre? Bon, enfin, beaucoup de députés quand même, mais bref. Donc, j'ai été formé à la fois chez les protestants et chez les catholiques, mais aussi chez les privés. Alors, voilà ce que je peux dire par rapport à mon parcours. L'éducation, donc. Sur le plan de l'éducation. Voilà. Alors, je finis mes études, mon père, à l'Université libre des pays des Grands Lacs, où j'ai fait mes études de droit. Et je finis donc comme
licencié en droit public interne et international. Pendant ce temps, mes parents étaient déjà à Kinshasa, donc je décide de les rejoindre à Kinshasa. Et c'est là que je décroche mon premier emploi. J'entre directement dans un cabinet politique chez le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Émile Ngoy, pour ne pas le citer. Et quelques mois après, il a été c'est Émile Ngoy qui serait ambassadeur maintenant en France. Qui est ambassadeur en France. Vous allez comprendre un peu, dans ce parcours-là, je vais le citer assez souvent. Okay. Donc, on va avec lui au ministère de l'économie. Il est toujours ministre et moi, je suis son assistant, ce qu'on appelle secrétaire particulier. Et en fin 2004, j'ai eu une sorte de break parce que Émile Ngoy quitte le gouvernement. Vous connaissez le jeu politique. Mais puisque j'avais déjà beaucoup d'amitié avec beaucoup d'autres hommes politiques, M. Mumba me récupère comme son assistant. M. Mumba était secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD, et il est nommé en même temps président du conseil d'administration de la régie de Sud. Donc M. Mumba me prend aussi comme son assistant. Je travaille avec M. Mumba quelques mois, et en même temps, M. Émile Ngoy est nommé directeur général de l'OGFREM. Et donc, je suis face à ce dilemme avec qui je devrais travailler. Mais finalement, on se mettra d'accord que j'ai travaillé avec Émile Ngoy, qui me recrute donc à l'OGFREM comme chef de service communication. Là, nous sommes en 2005. À la faveur de la réunification des entreprises publiques en République démocratique du Congo, le conseil d'administration de l'OGFREM décide de pouvoir ouvrir une entité de l'OGFREM au Sud Kivu. Ça n'existe pas. Et donc, en ce moment-là, il y a quand même encore des bruits de bottes. Le CNDP est encore dans les forêts, dans les pâturages du Massissi et Rutshuru. Et donc, aucun candidat qui pouvait accepter en ce moment-là à Kinshasa, partir de Kinshasa et aller à Bukavu. Parce que pour le commun des Kinois, le Kivu, c'était plutôt un no man's land. Personne ne pouvait accepter d'aller là-bas. Et donc, je me porte garant de pouvoir aller ouvrir l'antenne de l'OGFREM au Sud Kivu. Et c'est ainsi que j'y vais en juin 2006. C'était encore une petite antenne, puis agence. Et à la faveur des performances que nous avons réalisées par la grâce de Dieu, il plaît à la haute hiérarchie d'ériger ce qui était une antenne, puis une agence, décide d'ériger une sous-direction autonome, qui ne dépend plus donc de Goma, du Nord Kivu. Et c'est comme ça donc que je deviens sous-directeur. 2 ans après, on décide d'en faire une direction full avec extension sur le Maniema. C'est ainsi que je deviens directeur régional de l'OGFREM pour le Sud Kivu et le Maniema. En 2014, je commence à me sentir plafonné. Je n'avais plus de défis. Et j'avoue qu'en ce moment-là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma hiérarchie. Mon DG de l'époque, il y avait vraiment beaucoup de problèmes avec lui. Et en même temps, Dieu merci, il y a eu une ouverture au niveau international. Il y a l'institution qu'on appelle l'Agence de facilitation de transport et de transit du corridor central, qui a fait une publication des vacances de poste. Il cherchait un chef de département, communication et plaidoyer, communication and advocacy. Et donc j'ai postulé à la faveur d'un concours. J'ai satisfait et donc j'ai rejoint le corridor central. Le corridor central, à l'époque, était une institution qui regroupait, une institution intergouvernementale qui regroupait 5 pays de la région, à savoir la République unie de Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, mon pays. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore de représentant de la RDC dans cette institution. C'est ainsi qu'il fallait qu'on puisse recruter un Congolais. Et par la grâce de Dieu, j'ai été ce Congolais-là qui a été recruté pour rejoindre le poste qui était réservé à la République démocratique du Congo. Quelques mois seulement après, un autre poste va se créer. On avait besoin, finalement, de pouvoir recruter le numéro 2 de l'institution, le directeur des opérations, un peu comme à la Banque mondiale. Et donc, Dieu a fait grâce. J'ai pris ce poste-là de directeur des opérations jusqu'en 2017. Le président Kabila me nommera directeur général de l'OGFREM
le 13 juillet 2017. Donc, je quitterai mon poste de directeur des opérations au corridor central pour aller à Kinshasa et occuper le poste de directeur général de l'OGFREM de juillet 2017 jusqu'à juillet 2021, date. Alors, si je dois continuer maintenant après l'OGFREM, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai été suspendu de mes fonctions à l'OGFREM, j'ai quitté donc le pays et je me suis réinstallé en Tanzanie, là où je suis basé jusque maintenant, et avec plusieurs autres citoyens du monde, nous avons mis en place une structure de consultance, mais à l'échelle continentale, que nous avons dénommée African Desk. Et il a plu à tous mes pairs de pouvoir évidemment m'élire directeur, comment on peut dire ça, executive chairman, donc PDG. Et donc je suis le PDG de African Desk, qui est une firme de consultance panafricaine qui travaille essentiellement avec la zone de libre-échange continentale africaine, donc le secrétariat de la ZLECAf, ainsi que d'autres partenaires comme Afrexim Bank, comme Egyptian Businessmen Association, et beaucoup d'autres partenaires au niveau africain et au niveau mondial. Au niveau mondial, je peux citer notamment le Commonwealth Enterprise and Investment Council. Voilà, Père, c'est les résumés que je peux donner de mon parcours. Mais en même temps, lorsque on était en train de mettre en place le fonds d'ajustement le conseil d'administration du fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine, alors on devait prendre des Africains de toutes les zones géographiques. L'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique boréale et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, Dieu nous a fait grâce. Notre modeste personnalité a été retenue pour représenter dans cette institution l'Afrique centrale. C'est ainsi que pour le moment, je siège au conseil d'administration de la ZLECAf, donc du fonds d'ajustement de la ZLECAf, comme membre du conseil d'administration parmi les cinq qui ont été recrutés pour piloter cette institution qui est nouvelle et qui doit notamment mobiliser jusqu'à 12 milliards de dollars pour soutenir les économies africaines en difficulté. Voilà, mon père. En tout cas, un grand merci pour ce parcours très riche et qui suscite déjà beaucoup de questions. Avant que moi je ne commence, je donne d'abord la parole à Patricia, probablement qu'elle doit déjà voir dans cette étape du dialogue, des questions, puisque moi, en vous écoutant par là, j'ai déjà plusieurs questions et que je vais poser après Patricia. Merci, merci. Alors, Monsieur Patient, merci pour ce résumé de votre parcours, en tout cas qui n'est pas modeste. Hein. En vous écoutant, on sent que vous avez un parcours très riche et beaucoup d'expérience. Donc, moi, ma question, ce serait plutôt de savoir, est-ce qu'il y a un moment clé de votre enfance ou peut-être de votre adolescence qui a forgé la personne que vous êtes aujourd'hui, l'homme que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment clé qui a forgé cet homme? Merci, Madame Patricia. Elle a toujours des questions, je ne dirais pas taquines, hein, mais vraiment des questions qui vous poussent à parler de vous. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, mon père, ça n'a jamais été évident de parler de soi. Je vais aller déjà dans ma tendre enfance. Je note, père, et je note, Patricia, que mon père fut un enseignant. Ma mère aussi fut enseignante. Ce qu'on appelait à l'époque les moniteurs et les monitrices. Ma mère fut monitrice. Mon père fut vraiment enseignant de l'école secondaire et il fut même préfet. Et c'est en tant que préfet qu'il s'est retrouvé dans les confins du Nord Kivu jusqu'à travailler dans une petite localité qu'on appelle Mutwanga. Mutwanga qui est en tout cas un petit village aujourd'hui qui est le théâtre de beaucoup de conflits. Alors, vous pouvez bien vous imaginer, et mon père, là, je pense dire quelque chose qui va vous intéresser. Mon père est un ancien séminariste. Il a été au petit séminaire de Mungombe. Et donc, je vous laisse imaginer la rigueur des séminaristes de l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas pour le moment, mais mon père était extrêmement rigoureux. Ma mère aussi, en tant qu'ancienne monitrice, était sérieusement, comment je vais dire, elle était vraiment très rigoureuse. En plus de la rigueur de ma mère,
c'était une femme de foi. Elle priait beaucoup. Ce qui fait que ma tendre enfance est quand même marquée par beaucoup de rigueur de mes parents, beaucoup de discipline et la vie de prière de ma mère. Et je pense que c'est cela qui nous a, nous tous, pas seulement moi-même, qui nous a quand même forgé un certain caractère de discipline, mais aussi nous avons toujours été des gens qui ont la foi, des gens de foi, des gens qui croient qu'on n'est rien, nous ne sommes que ce que Dieu veut que nous puissions être. Et donc, nous fondons en tout cas toute notre philosophie sur la foi chrétienne. Et donc, c'est ça que je peux, Patricia, pour vous répondre, c'est ça qui m'a marqué en tout cas, non pas seulement en tant qu'adolescent, mais vraiment depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai grandi dans un environnement, des parents qui consacraient beaucoup de temps pour leurs enfants. Faire les devoirs avec leurs enfants, reprocher lorsqu'il le fallait, encourager lorsqu'il le fallait, prêcher des valeurs d'égalité, prêcher des valeurs de justice. Je peux me souvenir, par exemple, et ça je le dis même à mes enfants, je me souviens que quand nous grandissions, on nous disait toujours qu'on ne peut jamais prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Et je me souviens un jour, on était à Bukavu déjà, on avait quand même grandi. Notre maman avait oublié un billet de banque sur le frigo. Et ce billet de banque a passé là-bas plus de 3 jours. Tout le monde posait la question, mais à qui cet argent? À qui cet argent? Personne ne répondait. Tout le monde disait, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Et un bon jour, ma mère cherchait maintenant de l'argent dans son sac. Il dit, mais j'avais un billet de banque. Il dit, mais maman, il y a un billet de banque qui est sous le frigo depuis plus de 3 jours. Est-ce que c'est pas pour toi? Ah oui, mes enfants, merci beaucoup. Et donc, c'est des choses qui marquent pour la vie les enfants. Et je pense personnellement, c'est des choses qui m'ont marqué. Donc, paix aux âmes de mes parents là où ils se trouvent. Voilà, Patricia. Merci beaucoup, Patricia. Tu as encore une autre question ou bien Non, pas tout de suite, plus tard. Ok. Alors, je pose rapidement deux questions, puis on va enchaîner par quelque chose qui sera comme une petite surprise. Alors, vous avez fait le droit. Et quand vous avez commencé dans un cabinet ministériel, tout d'un coup, vous êtes dans la communication. Ça, c'était une petite curiosité. Comment vous avez fait ce saut-là? Et j'enchaîne directement avec une autre question qui est juste pour question de curiosité. Quand j'ai lu un peu les commentaires des gens sur les réseaux sociaux à propos de vous, et on garde plutôt un bon souvenir de vous quand vous étiez à l'OGFM. Alors, vous avez parlé vous-même qu'on vous a révoqué. Ça m'a fait sursauter un peu. Voilà un peu ces deux petites curiosités avant de continuer. Ok, merci mon père. Non, je dois préciser, je pense que je n'ai pas parlé des révocations. J'ai été suspendu. Ah, suspendu, alors voilà, je m'excuse, donc suspendu, voilà. Oui, j'ai été suspendu de mes fonctions. Vous savez, c'est les jeux politiques. J'ai été nommé par le président Kabila en 2017 et en 2019, il s'opère la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Mais le politique répond à sa propre logique, ou la politique répond à sa propre logique. Est-ce que je dois vous dire pourquoi j'ai été suspendu? Je n'en sais rien. Je vais quand même marquer quelque chose puisqu'on parle des valeurs de justice. Depuis que j'ai été suspendu, j'ai introduit tous mes recours en bonne et due forme au Conseil d'État. Ça fait aujourd'hui presque 2 ans que le Conseil d'État n'a jamais répondu. Et je vous laisse en juger. Chaque jour, moi, quand je critique dans plusieurs de mes interventions pour dire que la justice, elle est malade, et le chef de l'État lui-même l'a dit, donc la justice, elle est à la solde des politiques. C'est évident que M. Saïba ne plaisait plus aux nouvelles autorités. Il fallait le faire partir. Mais on ne pouvait pas faire partir M. Saïba sur des bases objectives, parce que sa compétence n'était pas à démontrer. Donc il fallait trouver une passerelle politique, et ils ont trouvé une passerelle politique. J'ai été suspendu, mais je prends tout ça sportivement, mon père, parce que c'est aussi ça la politique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc juridiquement, jusqu'à présent, vous n'êtes que suspendu. Juridiquement, jusqu'à maintenant, je ne suis que suspendu. Voilà. Voilà, merci pour la réponse. Et alors, l'autre curiosité, ça, ce n'est pas tellement compliqué. Vous avez fait le droit à l'université, et quand vous êtes maintenant dans un cabinet ministériel,
et vous êtes responsable, même pas seulement au niveau ministériel, je crois que même après, vous avez beaucoup travaillé dans le monde de communication. C'était par intérêt personnel, vous avez trouvé des facilités d'être dans l'équipe de communication ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ok, alors je dois d'abord remettre le contexte de ma rencontre avec le professeur Émile Ngoy. Je les salue là où il se trouve s'il nous suit. Je les salue chaleureusement. Donc, on se retrouve à Goma, en pleine rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie. Et le professeur Émile Ngoy est parmi les membres du RCD. À l'époque, il était, je crois, si je ne m'abuse, vice-ministre des Finances. On les appelait les chefs de département. Je crois chef de département adjoint des Finances, si je ne m'abuse. Et donc, on fait une rencontre au cours d'un déjeuner chez l'honorable Ndundo. Ndundo, qui à l'époque d'ailleurs était ministre des Finances ou chef de département des Finances du Rassemblement congolais pour la démocratie. Et c'est là qu'on fait, je fais connaissance avec le professeur Émile Ngoy et je le sollicite pour venir donner cours à notre université parce que c'était un enseignant. C'est qu'il accepta avec plaisir. Et là, on sympathise. On sympathise. Moi-même à l'époque, j'étais président des étudiants. J'étais président des étudiants, donc un leader d'opinion. Et dans ma casquette de leader d'opinion, je côtoyais tout le monde. Les journalistes, les ONG, les politiques, les diplomates. Parce que c'était évident, vous savez, dans un contexte de rébellion, les étudiants, c'était avec un sang chaud, beaucoup de déclarations fracassantes. Et c'était important, je crois, pour les hommes politiques à l'époque, de pouvoir tout le temps discuter avec le jeune homme que j'étais, très dynamique, mais essayer d'écouter les idées que j'avais. Ne pas m'avoir sur leur dos, mais l'avoir avec eux. Alors, finalement, donc, c'est dans ce contexte où c'est sur ces entrefaites que j'ai fait la connaissance du professeur Émile Ngoy. Donc, je pense qu'il m'observait et me reconnaissait, je pense, certaines facilités de pouvoir communiquer avec les masses. Alors, en tant que ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, il était appelé à être très en contact avec le monde des étudiants, qui n'est pas un monde facile en fait. Il fallait donc connaître la philosophie des étudiants, leur état d'esprit et tout ça. Pour avoir été leader des étudiants, je pense qu'en tant que son assistant, il a estimé que je pouvais jouer facilement le rôle de passerelle entre lui et la jeunesse estudiantine de laquelle je venais fraîchement. Alors, quand je suis allé à l'OGFM, je ne sais pas dire pourquoi est-ce qu'il m'a confié le service communication, mais voilà, je me suis retrouvé chef de service communication jusqu'avant ma mutation à Bukavu comme chef d'antenne, puis chef d'agence de l'OGFM. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer maintenant avec d'autres questions, puisque vous nous avez tracé vos parcours, ça signifie parcours d'abord éducationnel et puis parcours aussi professionnel. Avant de continuer, nous allons vous faire une petite surprise. C'est d'ailleurs la personne qui m'a incité à vous inviter dans le dialogue avec. Quand un jour, dans ce qu'il fait d'habitude, il écrit de bonnes choses, des rappels historiques, mais ces jours-là, il avait parlé de M. Patient Saïba. Alors, ça m'a donné quand même, ça m'a incité à dire, voilà, un jour, il faut que je l'invite. Quand j'ai regardé que vous me suiviez sur Twitter et que je vous suivais aussi, j'ai dit, bon, je vais essayer de vous inviter et de vous contacter par des moyens que j'ai utilisés pour vous avoir. Alors, nous allons suivre un peu ces petits témoignages. Peut-être que vous allez corriger si ça n'a pas été juste, mais ça retrace aussi sommairement le parcours disons, de votre vie. Et nous allons attendre donc M. Benjamin Babunga, c'est de lui qu'il s'agit, vous décrire un tout petit peu. On l'écoute. Merci beaucoup, Père Bodjoko, et bonjour à M. Patient, l'invité du jour. Et Père Bodjoko, vous m'aviez demandé de synthétiser un peu la vie de M. Patient, que je connais effectivement. Et je vais essayer de donner quelques éléments sur sa biographie, en sachant que lui-même pourra compléter avec des éléments que je n'aurais pas fournis.
Alors, M. Patient, il est né à Moussienene, dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Et ça, c'était en novembre 1976. Et c'est là d'ailleurs qu'il fera sa scolarité primaire avant de s'envoler vers Bukavu, où il s'inscrit à l'Institut Bwindi, qui est d'ailleurs une des écoles les plus réputées dans la ville de Bukavu. C'est à Bwindi qu'il a son diplôme d'État. Et après Bukavu, il va se diriger vers la ville de Goma, où il s'inscrit à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL, dans la faculté de droit. Et là, il obtient son diplôme de licence en droit. En 2004, lorsqu'on est en pleine période de transition, il se lance dans la vie professionnelle et d'abord, il va travailler comme secrétaire particulier du ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, mais il le fera juste pendant un an parce qu'à partir de l'année 2005, il va trouver de l'emploi au sein de l'OGEFREM, l'Office de gestion du fret multimodal. Il fera son entrée à l'OGEFREM comme tout nouvel employé, mais ses prouesses, ses capacités vont faire en sorte que, juste rapidement, il va se distinguer au sein de l'équipe. Donc, il va travailler pendant environ un an comme chargé de communication de l'OGEFREM. Et juste après, en 2006, il va quitter l'OGEFREM pour être basé à Dar es Salaam en Tanzanie, au niveau du corridor central. Alors, le corridor central, c'est une agence qui se charge de tous les aspects liés au transit dans l'ensemble des 5 pays partenaires ou membres du corridor central, notamment la RDC, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie ainsi que l'Ouganda. Patient va rester au niveau du corridor central pendant quelques années, depuis qu'il va être là-bas au cours de l'année 2006, jusqu'au niveau de l'année 2014, lorsqu'au niveau du pays, on fait de nouveaux appels à lui. Le président Joseph Kabila, à l'époque, va signer un arrêté pour le nommer en tant que DG de l'OGEFREM. Donc, il va rentrer au pays, à Kinshasa, où il va, pendant environ 10 ans, piloter tout ce qui est réaménagement, modernisation de l'OGEFREM. Et si l'on connaît l'OGEFREM dans son état actuel, avec tout ce qu'il y a eu comme transformation, tout ce qu'il y a eu comme mission au-delà de ses missions principales, le gros a été fait sous le mandat de Patient. Patient va passer une dizaine d'années à l'OGEFREM jusqu'en l'an 2021, où il va quitter l'OGEFREM. Et en 2021, lors de la convention qui va réunir l'ensemble des pays qui vont travailler sur les aspects liés à l'Union des chargeurs africains, Patient sera nommé comme étant responsable de l'Union des conseils des chargeurs africains basée à Dar es Salaam en Tanzanie. Et jusqu'à ce jour, Patient continue toujours à travailler dans ce domaine et c'est vraiment une fierté d'avoir un compatriote qui porte haut l'étendard du Congo dans des institutions régionales comme l'Union des conseils des chargeurs africains. Voilà. Donc, monsieur Patient, vous avez suivi les témoignages de Babunga, Benjamin. Et est-ce qu'il a été fidèle à votre parcours? Est-ce qu'il a omis quelque chose? Il a ajouté plus ou quoi? D'abord, ça comme question. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, Père, pour cette très belle surprise. Je ne m'attendais pas, évidemment, que Benjamin intervienne. Et tout ce que je peux dire sur Benjamin, tout en le remerciant, c'est que c'est un très bon biographe. C'est un très bon biographe. Peut-être que lorsque je devrais écrire mes mémoires, je ferai recours à lui. Bref, juste quelques petites corrections, même s'il a rendu fidèlement, en tout cas, mon parcours, mon père, c'est que, contrairement à ce que cela puisse, contrairement à ce que ça paraît, mais comme directeur général de l'OGEFREM, je n'ai passé que 4 ans. Mais évidemment, nous avons... Oui, mais pardon, monsieur Patient.
Vous n'avez passé que 4 ans. Ah oui, mais déjà, pour de grandes responsabilités, 4 ans, c'est le mandat d'un président américain. Et tout à fait, tout à fait. C'est le mandat du président américain. Et donc, je disais que en seulement 4 ans, si je peux dire ça comme ça, en seulement 4 ans, nous avons initié beaucoup de réformes et fait beaucoup de choses que ça donne l'impression que nous sommes restés à l'OGFREM 10 ans comme directeur général. Mais Benjamin a raison de parler de mes 10 ans à l'OGFREM parce qu'il a précisé que je commençais à l'OGFREM comme directeur général. Je connais l'OGFREM comme ma poche. J'en connaissais les acteurs et les enjeux. Je connaissais même les dangers. Ce qui faisait, ce qui me donnait la facilité de pouvoir très bien manœuvrer. Parce que je connaissais très bien l'OGFREM. Mais pour être allé à l'extérieur du pays, dans le domaine qui était le mien, facilitation de commerce, transport, logistique, ça m'a permis aussi de comprendre le rôle stratégique de la République démocratique du Congo. Désormais, je ne voyais plus la République démocratique du Congo comme je la voyais lorsque j'étais au pays. Et donc, quand je suis rentré au pays, ça m'a donné quand même un avantage additionnel. Je pense que j'ai mis vraiment au service non seulement de l'OGFREM, mais même de mon pays. Mais vous savez, les réformes n'ont jamais été faciles à implémenter. Le changement a toujours été perçu comme quelque chose de mauvais par certaines personnes. Et lorsque vous apportez le changement, vous n'êtes pas toujours bien accueilli. Mais il faut jouer votre part. J'ai joué ma partition. Et je suis fier en tout cas d'avoir commencé à l'OGFREM au bas de l'échelle jusqu'à diriger cette institution. Et je pense vraiment que j'ai laissé des indicateurs verts. Là, je vous dis par exemple, juste en filigrane, que nous avons multiplié les recettes de l'OGFREM, augmenté de l'ordre de 400% les recettes de l'OGFREM. Nous avons en 4 ans, tandis que nous avions hérité d'une situation catastrophique, mais nous avons engagé plus de 500 personnes qui continuent d'être payées jusqu'aujourd'hui. Alors, je me souviens que parmi les raisons qui m'étaient, enfin, pas les raisons, parmi les faits qui m'étaient reprochés, lorsque un jour j'étais arrêté pendant 5 jours, il m'avait été posé la question au parquet pourquoi j'avais engagé des gens. J'ai dit, mais je suis dans un pays des gens normaux ou quoi? Est-ce un problème d'engager les Congolais? Parmi les gens que j'ai engagés, il n'y a pas un seul étranger. Je n'ai engagé que les Congolais. Ils sont payés, j'ai même augmenté leur salaire. Et donc, ça, c'est juste des petites parenthèses. Mais je pense que nous sommes très fiers d'avoir joué le petit rôle que nous avons joué pour notre pays, parce que je dois le préciser. Nous n'avons pas travaillé pour notre pays qu'à l'OGFREM. Lorsque j'étais au corridor central, il y a beaucoup de projets qui passaient sous mes yeux. Et je vous dis par exemple que c'est en tant que directeur des opérations du corridor central que nous avons amené Trademark East Africa à l'époque, qui est devenu Trademark Africa au Congo, et qui a réhabilité le port de Kalundu, qui a désensablé d'abord le port de Kalundu, et qui est en train de le réhabiliter jusqu'à maintenant. Le port de Kalundu, c'est à Uvira, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Et toujours ce Trademark East Africa, qui est un basket fund en fait, qui collecte des fonds de plusieurs bailleurs pour exécuter des projets dans plusieurs pays. Et donc, aujourd'hui, Trademark East Africa, qui est devenu Trademark Africa, est au Congo par les bons soins de M. Patient Saïba, qui était à l'époque directeur des opérations. Et donc, nous avons quand même essayé d'influencer beaucoup de choses et beaucoup de projets en faveur de notre pays. Mais à l'époque, nous n'étions pas encore à la lumière au niveau de notre pays, ce qui fait que beaucoup de choses que nous avons faites n'étaient pas forcément connues. Voilà, mon père. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Avant de donner la parole à Patricia, nous allons aussi jeter un coup d'œil chez les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a déjà un petit salut juste, je pense que M. Victor Kanyandoulou qui apprécie juste les échanges. Ils sont très enrichissants. Merci beaucoup, M. Victor Nyandoulou, de nous faire signe que vous êtes en train de nous suivre avec plusieurs autres. Je vois que nous suivez principalement sur
X, donc Twitter, mais aussi sur, je vois sur YouTube. Alors, Patricia, avec sourire déjà. J'écoute, c'est très intéressant, effectivement, comme l'a dit l'internaute qui a écrit là. Mais je trouve encore que M. Patient est vraiment beaucoup trop modeste. Mais il y a tout justement une intervenante qui vient d'écrire ici. Je lis, elle écrit « Qui est-il ?» puisqu'elle ne sait pas qui il est. Alors, je vous invite à écouter, à nous regarder jusqu'à la fin. Vous découvrirez qui il est. Exactement. C'est Préfina qui a écrit ça. Préfina. Oui. Peut-être que c'était au début avant que M. Patient se présente. Et je crois que voilà. Donc, c'est déjà qui est notre invité aujourd'hui. Oui. Okay. Donc, alors, je voulais savoir, M. Patient, est-ce qu'à l'OGEFREM, 4 ans en tant que directeur général, vous avez obtenu les résultats que vous vouliez? Parce que quand vous êtes arrivé, on a toujours une vision de changer les choses, surtout dans le contexte congolais. On peut arriver avec une grande vision, des grands objectifs, et puis on arrive sur le terrain, c'est pas pareil. Mais est-ce qu'au bout de ces 4 ans, bien que ça ait été coupé court, et je suis certaine que si on vous avait laissé le temps de finir votre mandat, vous aurez pu répondre avec plus de clarté, mais est-ce que vous avez jusque-là vraiment obtenu les résultats que vous avez espérés dès le départ? Oui, je vous dis tout de suite, Patricia, oui. Je suis, comme je le disais déjà tantôt, je suis très satisfait d'avoir joué ma partition. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour laisser vos empreintes. Non. Même en un mois, si vous avez une vision claire, vous allez faire ce que vous aviez comme vision pour exécuter. Et donc, je crois que les 4 ans étaient suffisants pour pouvoir réaliser ce que j'avais à faire. Par exemple, il y a des textes qui étaient dans les tiroirs depuis une vingtaine d'années, qui n'avaient jamais été signés. Et tous les DG qui se sont succédés se sont battus pour faire signer ces documents. En 4 ans, nous l'avons fait. À la faveur de la réforme des entreprises publiques, l'OGEFREM est passé d'être l'Office de gestion du fret maritime pour devenir l'Office de gestion du fret multimodal. Mais il fallait l'implémentation. Et qui parle d'implémentation, parle des changements des textes. Nous avons obtenu tous les textes d'implémentation de l'Office de gestion du fret multimodal. Ce qui permet qu'aujourd'hui, l'OGEFREM puisse opérer, notamment sur le fret fluvial, sur le fret lacustre, en fait, sur tous les modes de transport. Et je pense que c'est vraiment... je dois quand même préciser une chose, Patricia. Il ne faut jamais le linge qu'on rencontre dans la vie. La vie n'est pas faite que de roses. Et à vaincre sans gloire. S'accrocher à un poste. Parce qu'il faut toujours vous dire une chose. Et je le disais, j'espère que certains de mes anciens collaborateurs, il y a de temps en temps de petits soucis de connexion, je crois. Hein. Nous perdons de temps en temps, M. Saïba. Oui, il y a de temps en temps, vous disparaissez. Là, je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Je crois que... Oui, alors, je crois que il va vite revenir. Il y a un petit souci de connexion. C'est souvent ce qui arrive. Nous allons essayer de vite le récupérer. Je crois que ça ne sera pas très long. Un peu de patience. Je crois qu'il va vite nous revenir afin que nous puissions continuer cette émission. Et comme ça aussi, dès qu'il revient, on va voir un peu, Patricia, si tu permets qu'on fasse déjà passer vite les gens qui saluent ou qui font signe. Comme ça leur fait plaisir aussi pour ne pas les accumuler tous à la fin. Et il y a aussi celles qui posent des questions. C'est mieux qu'ils puissent vite passer. Alors, j'espère vraiment qu'on croise les doigts pour que ça ne traîne pas. Là, c'est un peu comme quand nous avons des invités
de la République démocratique du Congo. Vraiment que ça puisse vite revenir. Hein. Non, mais je pense que les problèmes de technique et d'Internet, ça peut arriver partout. Hein, parce que moi aussi, la semaine passée. Et voilà. Il y avait un petit souci, mais ça, c'est juste une fois sur 50. Donc, là, c'est vite résolu. Espérons vraiment que M. Saïba va vite nous revenir afin que nous puissions continuer avec cette belle émission, puisque c'est un homme à découvrir et à faire découvrir. Très intéressant, en effet. Oui, je pense. Alors, peut-être, c'est le moment de faire passer de petites salutations comme ça que j'ai vu ici. Il y a d'abord, voilà, mais même s'il n'est pas là, mais il va... Il va écouter. Non, il va suivre l'émission après, comme ça au moins on gagne déjà en temps. C'est monsieur, je crois, monsieur Espoir Lelo. Mes salutations à son, je ne sais pas ce que signifie cela, Saïba. Oui, alors il y a aussi monsieur Honoré Chirouza Taboba qui dit très heureux d'écouter cet homme d'État congolais. Il est un modèle à suivre. Je crois qu'il est revenu. Hein. J'attends déjà des petits bruits qui annoncent son retour. Et voilà. Oui. Je suis de retour. Mon père, toutes mes excuses. Ah, non, ça n'est pas un problème technique qui arrive à tout le monde. Donc, bon retour déjà. On vous donne la parole pour continuer. Entre-temps, il y a quelques salutations que nous avons fait passer pour un peu, disons, vous remémorer. Nous allons faire passer quelques messages de gens qui vous saluent. Hein, c'est comme M. Honoré Chirouza Taboba qui dit très heureux d'écouter cet homme d'État congolais. Il est un modèle à suivre, donc c'est quand même positif. Et il y a aussi Espoir Lelo qui vous salue. Donc, merci beaucoup. Monsieur... Merci Espoir, merci Honoré. Alors, avant de vous donner la parole, puisque c'est vous qui parlez avant ce petit problème technique, nous allons quand même faire passer la question de monsieur Guilain Ilunga, qui dit une question à M. Saïba. Est-il disposé à retourner en République démocratique du Congo pour travailler pour d'autres institutions? Donc, il a complété après. Donc, voilà un peu déjà les petits mots que nous avons reçus de nos téléspectateurs et aussi Espoir Lelo qui a écrit encore l'homme qu'il faut encore pour le développement dans le secteur multimodal dans la République démocratique du Congo. Alors, si vous pouvez peut-être répondre rapidement, hein, puisque bon, c'est une question, vous êtes, je crois, disponible à la question de M. Guilain Ilunga, voilà, qui se demande si vous pouvez rentrer au pays pour travailler dans d'autres institutions. Et je rappelle encore, puisque nous découvrons avec Patricia, que vous n'êtes que suspendu. Donc, c'est un chapitre tourné, mon père. Aussi, la loi, vous n'êtes que suspendu, donc vous pouvez reprendre aussi Roger Frem. Voilà. Non, je ne pense pas. Je voudrais être clair là-dessus. En tout cas, pour moi, Roger Frem, c'est un chapitre complètement tourné. Mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Sinon, en ce qui me concerne, je pense que je suis passé à autre chose. Et dans la vie, il ne faut jamais... C'est ce que je voulais dire quand j'ai répondu à Patricia. Patricia, dans la vie, il ne faut jamais s'accrocher sur des choses de ce monde. Et je le disais pour faire ce témoignage-là, et tout en espérant que certains de mes anciens collaborateurs étaient en train de me suivre, je leur disais, chaque jour, je veux que vous soyez prêts avec la remise et reprise. Le jour qu'une ordonnance nommant quelqu'un qui va me remplacer sera lu à la télé, si ce sera lu le soir, je préfère que ce matin du lendemain, je vienne faire directement ma remise et reprise. Comme qui dirait un peu, pour paraphraser le cardinal, l'ancien cardinal, disons archevêque d'Abidjan, qui disait il faut savoir partir. Voilà. Il faut savoir partir. Hein, il faut savoir partir, il ne faut jamais s'accrocher. Tout ce qui est dans ce monde, mon père, ce n'est pas à vous que je peux le dire, tout ce qui est dans ce monde passera. Il n'y a rien qui restera statique. Alors moi, j'ai toujours été étonné de voir que les gens s'accrochent sur les choses de ce monde. Tout passe, pantareil.
Alors, pour répondre à la question de M. Guillain, d'abord, M. Guillain, je n'ai jamais quitté la République démocratique du Congo. Je ne me considère pas être parti de la République démocratique du Congo. Je suis en RDC, je suis quotidiennement l'actualité de la République démocratique du Congo. Tout ce qui se passe dans mon pays m'intéresse au plus haut point, ce qui fait que même si aujourd'hui je travaille dans des institutions internationales, mais j'ai toujours senti cet appel-là pour mon pays. Exact. Ce qui fait que le plus souvent, je vois certaines interactions de certains des internautes, mes followers, qui disent vous êtes aigri, vous critiquez le régime parce que vous avez perdu un poste, parce que vous êtes chômeur. Mais évidemment, je l'ai dit ici, mon père, il a toujours été très difficile de parler de soi. Donc, au moment où nous parlons, je ne suis pas en chômage, je travaille, et même très dur, dans plusieurs institutions. Et donc, je ne suis pas en chômage, M. Guillain, soyez rassurés. C'est parce que pour le moment, je n'ai pas encore quelque chose à faire en République démocratique du Congo, mais je suis en train de travailler pour la République démocratique du Congo et pour que tous nous puissions rentrer et dans des conditions plutôt conviviales. Parce qu'il est bon, il n'est pas seulement question d'aller vivre en République démocratique du Congo. Mais si vous n'avez pas un rôle à y jouer, qu'est-ce que vous allez y faire? Et si vous n'y êtes pas accepté, parce que c'est aussi ça, mon père, c'est aussi ça, Patricia. Il ne faut pas rester dans un environnement qui ne vous est pas propice. Vous voyez, vous êtes un aigle. Vous êtes un aigle, mais vous êtes dans la famille des canards ou des poules. Ça ne va pas marcher. Parce qu'à un moment, ils vont voir que vous êtes un oiseau de mauvais augure. Mais il faut quitter. Il faut quitter jusqu'à ce que les conditions redeviennent normales pour que vous puissiez rentrer et être parmi les aigles comme vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais en République démocratique du Congo avec beaucoup de plaisir et pour travailler pour mon pays, que ce soit dans le privé ou dans le public. Merci beaucoup. Nous allons continuer puisque c'est vraiment intéressant de dialoguer avec vous. Et alors, Patricia, je vous donne encore la parole puisque nous demandons à nos téléspectateurs d'attendre un peu ceux qui écrivent et nous allons revenir à eux. Maintenant, on avance un peu avec nos questions d'abord de membres de oui. Alors, pour revenir un petit peu... Pour revenir un peu sur ce que M. Patient vient de dire, ben moi, en préparant l'émission, j'ai pris le temps de lire le lien qu'il y a sur votre page Twitter, le lien votre site internet en fait, hein, qui parle de vos engagements, de votre vision exactement pour le Congo. Et je pense aussi que c'est l'une des choses que les gens en général, que les Congolais ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que lorsque tu n'es pas au Congo, physiquement, tu n'agis pas pour le Congo. Mais quand on prend la peine de regarder, de faire une petite recherche, en plus c'est disponible, hein, c'est sur la page Twitter, il suffit de cliquer sur un lien et de lire et de voir ce que la personne fait pour comprendre un petit peu ses aspirations, etc. Donc, quand j'ai lu, j'ai vu dans votre bio, vous dites, je vous cite, hein, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ça m'a plutôt marqué et je voulais vraiment savoir vous devez rencontrer beaucoup de défis quand vous dites ça dans le contexte congolais, parce que tout justement dans le contexte congolais, l'homme politique ou bien l'homme aux responsabilités, on a l'impression, pas tous, hein, mais la majorité, que lorsqu'ils rentrent en fonction, ce n'est pas dans l'intention de faire pour les autres, mais c'est d'abord le bien-être personnel, organiser d'abord le bien-être pour lui, sa famille et ses proches, et puis ensuite pour la communauté, donc la société. Mais votre citation, ça dit vraiment le contraire. Donc le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Donc vous devez vivre pour que les autres soient bien, et ainsi vous devez être bien. Comment est-ce que vous vivez ça? Vous pensez que l'homme politique congolais a ce sens du sacrifice comme vous le décrivez là? Vous croyez que c'est possible dans le contexte congolais? Bien, en face de moi, j'ai un homme de Dieu et il comprend certainement très bien ce que j'ai dit. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ça ne vient pas de moi, c'est le prophète Branham qui le dit. Et je pense, Père Jean-Pierre, que la plus grande expression de l'amour, c'est de vivre pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a montré. Il était Dieu. Il aurait pu se dire, ben, ces gens, ils se sont vautrés dans le péché, je n'ai rien à voir avec eux. Mais il a abandonné son trône
pour ceux qui croient, je ne pense pas que tout le monde qui suit cette émission est croyant, mais pour ceux qui croient, ils savent que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Et il a accepté d'abandonner son trône, son pouvoir, sa gloire et tout, pour venir mourir à la croix de manière méprisable. Et il l'a fait pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Et il nous demande de faire comme lui. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde si nous ne savons pas exprimer de l'amour pour ceux qui nous entourent. Et la plus grande expression de l'amour, c'est de vivre pour les autres. Partager. Chercher à tout point de vue de transformer son environnement immédiat. Que vous soyez une bénédiction pour les autres. Changer ce qui ne marche pas. Dire toujours la vérité. Même si cette vérité doit vous coûter cher, mais il faut la dire quand même. Ne pas taire une injustice. Dénoncer l'injustice même lorsqu'elle n'a pas été faite contre vous. Et c'est ça malheureusement qui nous crée beaucoup de problèmes dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Parfois on vous pose la question, de quoi vous vous mêlez? Oui, je me mêle, parce que même si c'est Père Jean-Pierre qui a un problème, qui ne me concerne pas, mais ça me concerne parce que c'est un humain. Je ne peux pas accepter que Père Jean-Pierre puisse être victime d'une injustice et que moi je me taise. Et lorsque je dénonce cette injustice, ça ne fait pas de moi un haineux. Je ne suis pas haineux, mais je cherche seulement qu'il y ait un rétablissement de la justice. Je ne trouve pas normal, par exemple, comme je l'ai dit dans plusieurs des émissions auxquelles j'ai eu à participer, je ne trouve pas convenable que certaines personnes vivent dans l'opulence la plus insolente et que d'autres puissent dormir à la belle étoile, comme c'est le cas aujourd'hui dans les camps de réfugiés au Nord Kivu. Ce n'est pas normal. Rien que pour des raisons d'éthique. On voit des gens sabrer le champagne chaque soir. Ils sont dans les concerts de Fali Ipupa, dans les concerts de Ferre Gola. Et il y a des gens qui dorment dehors, à la belle étoile, dans les camps de réfugiés, à Kanyaruchinya. Mais c'est même un manque d'éthique. Sans parler de l'amour. C'est un manque d'amour criant, mais un manque de l'éthique. Alors, Patricia, pour revenir à vous, comment je le vis? J'ai toujours senti cet appel-là de pouvoir servir les autres. Et je n'en ai peut-être pas parlé à mon père. Dans mon parcours, lorsque j'étais d'abord élève à l'Institut Bundi, j'ai été le représentant de, comment on appelle ça? On appelle ça président des élèves finalistes. C'est donc moi qui servais de courroie de transmission entre mes collègues et les autorités scolaires. Et je peux me souvenir, un jour, il y avait une sorte de mésentente avec le directeur d'internat sur notamment les programmes de repas, les menus et tout ça. Et j'ai réuni donc mes collègues pour leur dire, voici, il y a un problème, il faut qu'on en parle. Mais il y avait une telle rigueur à l'école, à l'Institut Bundi, qui est une école aujourd'hui jusqu'ici, qui est une école conventionnée protestante, et qu'il était dans le règlement scolaire, il était dit qu'aucun élève n'a le droit de signer une pétition. Et moi je disais déjà, mais attends, on ne peut pas me priver de mes droits, on ne peut pas me priver de dire ce que je pense. Alors j'ai réuni ce jour-là certains de mes collègues, ceux qui me suivent vont s'en souvenir, et je dis, il faut que nous puissions parler quand même de cette question avec les autorités. Certains collègues ont quitté la salle et sont allés alerter les autorités pour dire, M. Saïba est dans la salle en train de monter les gens contre vous. Et je me souviens, l'une des autorités est venue, il a ouvert la porte, il m'a trouvé devant en train de parler à mes collègues. Et tout le monde est resté, évidemment, de marbre, tout le monde a eu peur. Parce que c'était la révocation, sans condition. Et alors j'ai dit, je ne vais pas citer son nom, j'ai dit, ok, puisque telle autorité vient de nous rejoindre, je lui demande de se mettre pour suivre le débat. Et voilà comment ça s'est passé. J'ai pris le risque et cette question-là était réglée. Je suis allé à l'université. Dès ma première année d'université, j'étais directeur de campagne de celui qui était de l'un des candidats présidents des étudiants. Et nous avons remporté les élections. En deuxième année, donc en G2, j'étais candidat président facultaire, donc la faculté de droit. J'ai perdu les élections. Et sportivement. Et 2 ans après, je suis devenu moi-même président des étudiants. Donc, Patricia, toute ma vie,
j'ai toujours servi et je le fais avec beaucoup de bonheur. Et quand je ne sers pas, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Une anecdote, lorsque je quitte l'OGFM, donc sur les entrefaites de ma suspension, et ma tendre épouse me dit, écoute, il faut oublier le Congo, c'est un pays de fous. Regarde comment tu t'es sacrifié, tu nous as sacrifiés, tu revenais à la maison à 22 h, parfois à 4 h du matin, en train de travailler. Et mon assistante, c'était ma petite sœur, pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Alors, il arrivait, peut-être qu'elle est en train de me suivre, il arrivait qu'elle appelle mon épouse pour dire, est-ce que tu ne peux pas appeler ton mari pour lui demander de quitter le bureau? Et donc, mes collaborateurs, mes anciens collaborateurs le savent, je ne laissais jamais un dossier en suspens. Parce que dans mon idée, je me disais, on peut me faire partir d'ici même à 1 h du matin. Il faut que le lendemain, je vienne faire la remise en cause. Et donc, j'ai pris cette habitude-là. Je parlais de cette anecdote de mon épouse qui me dit, écoute, il faut oublier le Congo. Avant d'aller à l'OGFM, tu étais à l'international, tu as encore beaucoup de contacts. Il faut rentrer à l'international. Ça paraissait beau. Mais quelques jours après, je lui ai dit, oui, où que je puisse aller, même sur la planète Mars, je penserai au Congo. Donc, laisse-moi servir le Congo. Donc, voilà un peu Patricia. Que ce soit sur le plan spirituel, comme sur le plan de la famille ou des amis, je pense que j'ai toujours été disponible à servir. Je ne dis pas que je le fais avec satisfaction de tout le monde, mais j'ai toujours voulu servir. Au mieux de la force et des moyens que Dieu me donne, j'ai toujours voulu servir les autres. Voilà. Merci beaucoup. Patricia, encore une autre question, puisque je sais que c'est intéressant. Nous avons un invité très intéressant. Donc, toujours en regardant votre site internet, j'ai lu que vous avez une vision qui est intitulée « C'est encore possible ». Et j'aimerais savoir quel message vous souhaitez transmettre par cette devise. Mon père, il ne faut pas laisser Patricia poser beaucoup de questions. Elle en a beaucoup, hein, ça je sais. Elle est au courant de beaucoup de choses. Alors, voilà, Patricia, en bref. Celle-là a une tête qui fonctionne. Absolument. Et je la félicite pour ça. C'est un plaisir, Patricia, d'échanger. Alors, c'est encore possible. Ça résume quoi? C'est un message d'espoir et d'espérance. Le peuple congolais a perdu l'espoir. Le peuple congolais ne pense pas qu'il soit possible que la RDC devienne, par exemple, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Sénégal. Nous sommes devenus grands pour des petites choses et petits pour des grandes choses. Alors moi, j'ai dit, c'est encore possible. J'ai plusieurs fois des débats avec mes aînés dans le monde politique. Et il y en a qui disent, non, ça on ne le fera pas facilement. Ça, c'est peut-être la génération des arrière petits-enfants. Où est-ce qu'on peut trouver les moyens pour faire ça, pour construire tel chemin de fer, pour construire tel port, tel aéroport? Patricia, j'ai toujours posé une question. Les Belges, en arrivant au Congo, ils ont trouvé une forêt dense. Il n'y avait rien. Pas de route asphaltée, pas un seul mètre de chemin de fer, pas un seul port, même un débarcadère, pas un seul aéroport, pas une seule école, il n'y avait rien. Et les Belges ont construit le Congo que nous connaissons. Où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens? Vous connaissez certainement l'histoire des Américains. Père Jean-Pierre, vous connaissez certainement l'histoire des Américains. C'est un groupe de gens qui ont fui l'Europe à la recherche de la liberté des cultes. Ils arrivent aux Amériques, enfin celles qu'ils ont appelées Amérique. Je ne sais pas si ça s'appelait Amérique à l'époque. Et ils ont tout bâti. Mais évidemment dans les conditions que je ne veux pas évoquer ici, ça reste à discuter. Mais quand même, lorsque vous parcourez les États-Unis, et que vous voyez ces milliers et des milliers de kilomètres de routes, de chemins de fer, des ports, des aéroports, le système de communication, de transport et de communication. Et je pose la question à mes aînés. Où ont-ils trouvé les moyens? Et donc je dis, tout ça commence par la tête, la vision. Et pour les croyants, ils parlent de la foi. Mais, Père Jean-Pierre, le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons,
Mais c'est l'œuvre de la parole. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, c'est encore possible si nous disons que le Congo redevienne grand. Le Congo va devenir grand. Parce que dans tout notre comportement, nous allons être conditionnés à faire du Congo un pays de grandeur. Et si nous continuons à imaginer que le Congo, ça va être toujours ce pays-là qui fait la risée du monde, ce pays-là qui fait rire tout le monde, ce pays duquel tout le monde se moque, eh bien, nous allons rester à la traîne. Alors, pour me résumer, Patricia, c'est encore possible. C'est un message d'espoir et d'espérance, mais aussi un message d'appel à l'éveil patriotique. C'est encore possible. Merci. Voilà, merci. Bon, comme vous m'avez dit de ne pas laisser Patricia de... Non, Patricia, vous pouvez poser toutes les questions. C'est impossible puisqu'elle est membre des droits du dialogue avec, donc c'est son droit de poser des questions. Nous sommes tout à fait ici en démocratie. Donc, avant de revenir à vous et à Patricia aussi pour d'autres questions, voyons un peu ce que pensent et ce que disent aussi nos téléspectateurs. Il y a d'abord Monsieur Césaire Alimas qui dit vraiment je suis désolé pour ce retard de me joindre à ce débat très constructif. Et donc ça c'est Monsieur Césaire Alimassi. Alors il y a une autre question ici de Monsieur Honoré Chirouza Taboba qui dit à suivre la publication de Monsieur voilà, c'est comme ça qu'on abrège. J'ai dit, tu as compris, hein, PST, donc c'est clair, c'est Patient Saïba Tamboué. On a tendance à penser je crois qu'il manque là, qu'il a des intentions politiques à un plus haut niveau. Ma question, avez-vous des ambitions politiques à la présidentielle pour notre pays, la République démocratique du Congo? Bon, la question est arrivée directement. Évidemment. Ouais. Alors, je ne sais pas, vous avez suivi la question, bien il y a encore un petit souci technique. Monsieur Patient, Saïba, vous avez suivi la question de notre ami? Ah oui, je crois qu'il a encore un petit souci de connexion, il va vite revenir. Donc, c'est monsieur Honoré Chirouza Taboba qui pose la question, en attendant que il puisse nous revenir. Je crois qu'il a encore des soucis de connexion. Oui, des soucis de connexion. Il va revenir sans problème. Et là, il va essayer de répondre à notre, disons, téléspectateur, M. Honoré Chirouza Taboba. On sent qu'il y a beaucoup d'intérêt. Hein. Il y a même quelqu'un qui a donné un passage biblique, Patricia, hein, c'est toujours M. Alimas. Bon, on n'a pas de Bible ici pour lire directement. C'est Jean chapitre 15, verset 13. Je ne sais pas si... Je vois une question de monsieur Gila Ilunga qui dit quel est le projet primordial que vous avez pour la RDC? Et voilà, on va faire... oui. C'est quand même intéressant ce genre de questions parce que c'est comme si on était face à un homme politique, mais en réalité, M. Patient Saïba n'est pas officiellement homme politique au Congo. C'est homme d'État. Alors, je vois Patricia, M. Césaire Alimas, qui lui-même a écrit un peu ce qu'il voulait dire par Jean chapitre 15, verset 13. Hein. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, ça, c'est très profond, ça. Merci beaucoup, M. Césaire Alimassi. Nous allons faire parvenir votre citation à notre invité avant de donner donc, la parole aux autres aussi. Donc, non pas la parole, mais de faire parvenir leurs questions en attendant le retour de notre invité. Donc, il pourra d'abord répondre à la question de M. Honoré Chirouza Taboba. Espérons qu'il nous revienne vite. Hein. De petits soucis de connexion, ça ne manque pas, mais ça ne fait pas vraiment beaucoup de retard. Nous sommes encore dans le temps et j'espère qu'il va vite revenir. Donc,
C'est pour dire que ce n'est pas seulement Kinshasa qui a des soucis de connexion, mais même ailleurs. Sinon, merci beaucoup à nos téléspectateurs qui participent activement pour suivre notre invité du jour, M. Patient Saïba Tamboué, qui va vite nous revenir. Il a de petits soucis de connexion. Ça arrive et on va poursuivre notre émission. Alors, en attendant, nous allons quand même prendre une petite pause de quelques secondes et puis nous serons à vous. Voilà, après cette petite pause, nous revenons encore sur le plateau pour en train d'attendre notre invité du jour qui n'est autre que M. Patient Saïba Tamboué, qui fut notamment DG, directeur général au PDG de l'OGFREM, qui est notre invité aujourd'hui. Et nous passons de bons moments et nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, et nous les saluons d'ailleurs, qui suivent cette émission à travers YouTube et à travers aussi surtout X ou Twitter. Et nous les remercions pour leur présence et ceux qui interviennent ou écrivent, qu'ils soient rassurés que nous ferons passer leur point de vue ou leurs questions. N'est-ce pas, Patricia? Oui. Et nous saluons aussi les autres membres de l'équipe qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Nous saluons notamment le professeur Alfred Chango, qui est trop pris ces derniers temps. Il ne nous a pas fait compagnie, mais il n'est pas avec nous ces derniers temps. Il va revenir à nous, j'espère, après surtout les fêtes de fin et du début de l'année. Nous saluons aussi notre membre qui bouge beaucoup, qui est toujours entre deux avions, Yves Kacha, qui doit se retrouver encore une fois à Kinshasa avec les réalités de Kinshasa. Donc, sinon, il pourrait aussi être avec nous aujourd'hui. Alors, encore un peu de patience et M. Saïba va nous revenir et continuer donc, notre émission. Alors, Patricia, j'espère que tu es contente de notre invité du jour. Hein. Il est intéressant, n'est-ce pas? Oui, il est très intéressant. J'aime beaucoup les profils de ce genre parce que il y a beaucoup de contenu, de discussion à avoir parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a un parcours avec plusieurs étapes dans les institutions, mais aussi il a une expérience dans le privé. Et je pense que c'est très important dans le contexte congolais, puisque lorsqu'on peut apporter une vision et puis une expérience des deux côtés, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus pour faire avancer, en tout cas, le développement au Congo. Je crois que c'est un avis vraiment personnel, hein, mais je pense que on devrait de plus en plus intégrer des personnes qui, en fait, qui ont un profil un peu plus privé, qui ne sont pas trop dans le public, puisqu'ils apportent vraiment cette vision du travail. Parce que bon, je sais qu'en France, on s'inspire beaucoup de la France, hein, mais en France, les Français, ceux qui travaillent dans la fonction publique ont la réputation de ne pas travailler beaucoup. Ils font juste le strict minimum parce que travaillent ou pas, de toute façon, ils sont payés. Donc, c'est ça. Alors que lorsqu'on est dans le privé, quand tu ne fournis pas les chiffres, quand tu ne fournis pas ce qui est attendu par la hiérarchie, ben, d'abord tu te fais tirer les oreilles, mais aussi il y a de fortes chances de perdre ton travail. Donc, on se donne un peu plus à fond. On se donne à fond et on a envie vraiment d'aller vraiment atteindre ses objectifs. Et je crois que c'est important. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce genre de profil comme celui de M. Patient.
Oui. Mais je vois aussi sur les réseaux sociaux que c'est quelqu'un qui est très actif. Comme il a mentionné tout à l'heure, il n'est pas physiquement au Congo, mais il s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. Il lit, il écoute les vidéos, il écoute les interventions, il voit ce qui se passe. Donc, il peut avoir des commentaires et aussi apporter quelque chose un commentaire ou apporter un avis qui peut être aussi écouté parce qu'il a cette expérience-là. Oui, oui. Et puis alors, sans te couper la parole, Patricia, ce qui est intéressant chez M. Sian Saïba, on sent que c'est quelqu'un qui a lutté pour arriver là où il est, et ce n'est pas par favoritisme. Et puis ce que j'ai apprécié quand il parle du professeur Émile Ngoï, qui est ambassadeur maintenant de la République démocratique du Congo en France. Voilà, ils ne sont pas de la même région, ils ne sont pas de la même tribu, mais c'est quelqu'un qui l'a propulsé. En regardant seulement ses compétences et ses qualités. Ça, c'est aussi un aspect positif. Alors, il est revenu parmi nous. Il est là. Il est là. Oh, Patricia, donc, j'ai dû changer de position, donc on a un petit problème de connexion dans la maison. En fait, on a plusieurs Wi-Fi. Je crois que le Wi-Fi auquel j'étais connecté s'est déconnecté. Donc, j'ai été obligé de me déplacer. Alors, il n'y a pas de souci, puisque si Patricia peut témoigner, nous avons eu des émissions encore pires que ça. Donc, nous sommes un peu habitués. Ça, c'est rien pour nous déjà, l'expérience que nous avons eue, surtout quand on fait des émissions avec des gens qui sont à Kinshasa. C'est vraiment pitoyable. Alors, nous allons essayer d'avancer. Je ne sais pas à quel niveau on était, mais il y a plusieurs questions. Je crois qu'on disait ça, qu'il faut donner un peu la parole maintenant à nos téléspectateurs. Je pense, mon père, si vous permettez. Oui. Il y a une question que Patricia avait évoquée, ou quelqu'un d'autre, un internaute, je pense, qui disait à lire les publications de M. Saïd. Voilà, c'est justement cette question-là. Oui, bon, on était à ce niveau-là. Donc, c'est cette question de M. Honoré Chirouza Taboba qui disait à suivre les publications. Voilà, on était à ce niveau-là de M. Patient Saïd Batamboué. On a tendance à penser qu'il a des intentions politiques à plus haut niveau. Alors, ma question donc, avez-vous des ambitions politiques à la présidentielle pour notre pays, la République démocratique du Congo? Voilà, c'était ça la question de M. Honoré Chirouza. Il y en a plusieurs, donc si vous pouvez répondre rapidement, puisque là, on commence à avancer, puisqu'ils sont très actifs, nos téléspectateurs, et nous aussi, les membres de l'équipe, nous avons encore plusieurs questions aussi pour vous. Alors, si vous pouvez répondre à M. Honoré Chirouza, et puis alors, nous passons à d'autres questions, les autres aussi qui ont posé des questions. Oui, je voudrais d'abord commencer par présenter mes excuses à Père Jean-Pierre et à toute l'équipe de Dialogue avec. Voilà, on a eu des pépins techniques indépendamment de notre bonne volonté. Donc, à vos téléspectateurs ou à vos internautes, je présente aussi mes très sincères excuses. On verra ce que prochainement, on ne puisse pas avoir ce genre de désagrément. Alors, Monsieur Honoré, oui, je suis politique. Il est tout à fait normal que je puisse avoir des ambitions. Mais quant à savoir si j'ai des ambitions au niveau présidentiel, je vais vous répondre par ce que j'ai toujours dit à tout le monde autour de moi. Je dis, il y a deux fonctions pour lesquelles il ne faut pas se battre. Deux. Et mon père, qui est un homme spirituel, va le comprendre. C'est être pasteur de troupe, et être président de la République. Pourquoi? De la manière dont Dieu nous donne, il nous demandera des comptes. Lorsque vous êtes pasteur, ou comme vous êtes pasteur des brebis, mon père, Dieu vous demandera les âmes de tout le monde que vous prêchez. C'est une très lourde responsabilité. Et lorsque vous êtes président de la République, Dieu vous demandera des comptes sur tous les âmes qu'il a mis à votre disposition. Et donc, un homme normal ne devrait pas se battre pour être président. Et quand vous regardez l'histoire de beaucoup de gens, ceux qui sont devenus présidents de la République, ce sont des gens qui ne se sont pas battus. Ou des gens que personne ne pouvait imaginer devenir président de la République. Et donc, de mon point de vue,
pour servir son pays, il ne faut pas seulement être président de la République. À quelque niveau qu'on se trouve, on peut servir son pays. Et moi, c'est ça qui me suffit. Partout où Dieu voudra que je puisse être, la chose la plus importante dont je souhaiterais que Dieu puisse me révéler, si je suis à mon poste de devoir. Même si je dois être chef de quartier, si c'est cela mon poste de devoir, je voudrais être le meilleur chef de quartier du monde. Voilà, monsieur Honoré. Voilà. Alors, nous allons passer rapidement, hein, puisque comme je disais, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui posent des questions. Nous allons essayer de les faire passer, puis nous continuons avec vous en attendant d'autres questions. Il y a d'abord monsieur Dan Kassongo qui juste vous apprécie. Il dit un des hommes que nous devons voir ici en République démocratique du Congo. Ça, c'est le point de vue de monsieur Dan Kassongo. Alors, il y a monsieur Isaac Bin Boroto Bichera, je crois, qui amène une question comme ça qui ne vous concerne pas directement, mais vous allez donner peut-être une réponse aussi rapide. J'aimerais bien savoir votre lecture sur les dossiers Lobito. Pourtant, nous savons bien que vous avez été parmi les concepteurs du projet Port profond de Banana. N'est-ce pas une déception? Voilà. Vous pouvez dire un mot rapidement, comme ça on fait passer une autre question. Ok, merci cher Isaac. D'abord, je dois préciser que je ne suis pas parmi les concepteurs du port à l'eau profonde de Banana. C'est un projet qui remonte depuis l'époque belge. Et même le président Mobutu a voulu réaliser ça, il n'a pas pu. Le président Joseph Kabila a quand même fait tout le montage jusqu'à signer le protocole d'accord avec DP World, le groupe Kubayot, pour la construction du port à l'eau profonde de Banana. Le président Tshisekedi est arrivé, il a même été à Mwanda, moi j'avais suivi, et il a posé la première pierre de la construction de ce grand ouvrage. Je voudrais d'abord juste remettre les choses dans leur contexte. Vous savez pourquoi Léopold II s'est battu pour avoir le littoral? Même s'il n'est que de 38 km à 40 km, Léopold II s'est battu pour avoir le littoral afin de ne pas dépendre des pays avec littoral. Et donc, la RDC doit rester dans cette philosophie. C'est de se dire, nous avons des produits agricoles, nous avons des minéraux, donc beaucoup de produits exportables, mais nous avons aussi à importer beaucoup d'intrants et beaucoup de matériel. Il nous faut être indépendants. La vie des nations, c'est une vie à dents de scie. Ceux qui sont des amis aujourd'hui peuvent devenir des ennemis demain. Et alors, à supposer que vous ne dépendiez que de ports avec des pays avec littoral et que ces pays-là deviennent vos ennemis un jour, mais comment vous allez survivre? Et c'est pourquoi les Belges s'étaient battus pour avoir ce littoral afin de construire un port à l'eau profonde à Banana. De mon point de vue, la RDC est un pays à vocation, je ne dirais pas seulement continentale, mais un pays à vocation mondiale. Vous remarquerez que lorsqu'il y a tous les grands enjeux du monde, la RDC a toujours été sollicitée. Et donc, pour moi, la construction du port à l'eau profonde de Banana est une question de vie ou de mort pour nous. Il nous faut l'avoir. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas collaborer avec d'autres pays qui ont le littoral? Si. Jusqu'en 1975, la République démocratique du Congo exportait ses minéraux par le port de Lobito. Ça, c'est vrai. Ouais. Oui. C'est la guerre de Savimbi qui avait arrêté ça, je me rappelle. Exactement. Mais alors, il faut quand même que les Congolais puissent avoir quelque chose en vue. J'ai suivi beaucoup de débats, beaucoup de commentaires sur cette question de Lobito. Mais à l'époque, lorsque la RDC exportait ses minéraux, il les exportait vers l'Europe et les États-Unis. Mais aujourd'hui, la configuration économique internationale de la RDC a changé. Nous exportons essentiellement vers l'Asie, la Chine, la Malaisie et consorts. Et que donc, les ports de l'océan Indien présentent beaucoup plus d'avantages. Mais est-ce une mauvaise chose d'avoir des routes alternatives? Non. C'est bon pour le consommateur. Et dans ce cas ici, c'est la RDC qui est consommatrice. Donc, utilisateur du port de Dar es Salaam, utilisateur du port de Lobito, utilisateur du port de Durban.
on peut utiliser tous ces ports-là comme des routes alternatives, mais il nous faut forcément avoir... Donc, le port de Banana. Merci beaucoup, M. Saïba. Alors, une dernière question pour le moment, disons, venant de nos téléspectateurs, mais ça, il faut aussi répondre rapidement. Question à Saïba, quel est le projet primordial que vous avez pour la RDC? Bon, ça, je crois que ça, on sort de cette question, puisque vous allez peut-être répondre à ça, puisque quand je vais faire des questions rapides, hein, puisqu'il y a toujours des petites questions rapides, et il y aura aussi notamment celle-là. Alors, merci beaucoup pour nos téléspectateurs. Nous revenons maintenant ici pour donner la parole encore une fois à Patricia, certainement. Elle a encore beaucoup de questions. Alors, allons-y, Patricia. Ben, merci. Mais je vais un peu détendre l'atmosphère. Monsieur Patient, quand on vous lit sur Twitter, j'ai vu que vous écrivez en tout cas très bien. Je pense que c'est aussi dû à votre éducation, à votre parcours. Mais on sent vraiment une certaine justesse dans vos écrits et j'aimerais savoir pour moi et aussi pour les internautes évidemment qui nous suivent, à travers votre discours ici, on sent vraiment que vous avez beaucoup d'inspiration chrétienne, mais est-ce que vous avez des inspirations littéraires, biographiques ou politiques? Oui, chrétienne d'abord, c'est évident. Je pense que je l'ai dit dès le début. Les aspirations politiques, je suis en plein dans la politique, Patricia, et je fais de la politique. C'est vrai que c'est pas toujours très évident avec beaucoup de gens de mon entourage, hein, mon entourage très proche, qui me disent pourquoi tu es obligé de faire la politique. Tu peux bien te concentrer sur ce que tu fais. À l'international, tu peux bien te concentrer sur ça et oublier la politique. Mais je suis en plein dans la politique, Patricia, donc il faut que les choses soient claires. Alors, les aspirations littéraires, mon père, c'était un homme de la lecture. Et donc, même pendant les vacances, il y avait toujours un devoir qu'il accordait et qu'il donnait à chacun de nous. Il faut lui faire les résumés d'au moins un livre. Et donc, va jouer au foot, va faire tout ce que tu veux, mais tu dois savoir qu'à la fin des vacances, tu dois faire les résumés d'un livre. Et donc, la lecture, c'est une passion pour tout intellectuel. Les passions littéraires, dans le sens d'écrire, je dois avouer que ce n'est pas vraiment ma passion, mais j'aime raconter les faits. J'aime l'histoire parce que mon père lui-même était historien. Et c'est ainsi que vous allez sentir, même dans tout ce que je dis, je fais toujours recours à l'histoire. Même lorsque je répondais à M. Isaac sur le port à eau profonde de Banana, j'ai recouru à l'histoire. Donc, l'histoire est toujours présente, en tout cas, dans mon esprit. Donc, je ne sais pas si j'ai satisfait à votre réponse, mais à votre question. Si. Absolument. Non, c'est très clair. Merci. Merci, Patricia. Voilà. Tu as encore une autre question, Patricia, ou bien tu vas revenir après? Oui, plus tard, bien sûr. OK. Alors, moi, avant d'arriver à des petites questions qui sont nombreuses mais rapides, qui nécessitent des réponses aussi rapides, Patricia peut-être a dit que vous avez cet sens d'humilité, de ne pas trop dire de choses. Et nous, on découvre seulement à travers vos écrits, à travers vos sites, vos profils. Alors, vous savez parler de tant de choses, mais vous n'avez par exemple pas parlé de Patient Saïba Tambwe Foundation. Vous pouvez savoir un peu plus? Je n'ai pas beaucoup de questions comme Patricia, mais quand même, j'en ai aussi. Oui, en fait, Patient Saïba Tambwe Foundation, c'est juste en fait une plateforme pour diffuser nos valeurs, les valeurs auxquelles nous croyons. Et donc, nous pensons, comme Patricia d'ailleurs l'a si bien indiqué à un moment, que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Et on ne peut pas servir les autres dans l'abstrait. Il faut une structure qui vous permette de pouvoir, ou une structure qui appuie votre vision, qui appuie vos valeurs et sur laquelle vous devez aussi vous appuyer pour pouvoir agir.
Et donc, Patient Saïba Tambo Foundation a été créée justement pour pouvoir appuyer l'implémentation de tout ce que nous avons comme idée, comme valeur à diffuser auprès de la jeunesse, essentiellement d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Alors, Patricia, question encore? Oui, évidemment. Vas-y. Bon, ça ne va pas être ma dernière question, mais c'est presque la dernière. On n'a pas dit que la dernière, non, non. Vos questions sont toujours les bienvenues, Patricia. Voilà, et puis je sais que ta question magique ne peut pas rater, mais vas-y. D'accord. Alors, Monsieur Patient, on sent vraiment que vous avez le souci en fait de partager avec les jeunes, la jeunesse congolaise, votre point de vue et vos aspirations de la politique. Mais qu'est-ce que, en fait, quel message vraiment profondément aimeriez-vous transmettre à cette jeunesse qui peut se voir un peu découragée de la situation actuelle? Parce que il faut qu'on se dise la vérité, hein, la situation du Congo ne s'est pas améliorée. En tout cas, il y a certaines améliorations, mais en général, le Congolais il peine à trouver, en tout cas à joindre le bout du mois. Il peine à payer son loyer, il vit avec des salaires misérables. Et puis, il y a la situation de l'insécurité pour vraiment une grande partie de la population qui est des fois pas assez mentionnée, en tout cas à mon avis. On n'en parle pas assez, on se cantonne trop à ce qui se passe à Kinshasa, en fait, sur un terme politique, etc. Mais vraiment, j'aimerais savoir votre message profond pour cette jeunesse. Comment vous pourrez les encourager à ne pas baisser les bras et surtout, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire aujourd'hui? Merci pour la question, Patricia. Je pense que ce qui importe pour les jeunes, c'est de ne pas être des spectateurs. Parce qu'en fait, je dis à beaucoup de ma génération, tu dis, il faut toujours être, il ne faut jamais accepter d'être spectateur. Parce que si vous êtes spectateur, vous subissez. Les idées des autres, mais il faut être, vous n'allez pas imposer vos idées, au moins vous les aurez émises. Mais qu'est-ce qu'on constate, et c'est contre cela que je me bats avec la jeunesse, c'est de leur sortir l'idée que les dirigeants sont sortis des cuisses de Jupiter, comme si ce n'étaient plus des humains, qui ne peuvent pas commettre des erreurs, que c'est des gens qui doivent rester à leur poste de manière éternelle. Et je dis aussi aux jeunes, pour pouvoir émettre vos idées avec liberté, vous devrez construire votre liberté. Et c'est quoi la construction de la liberté? Avoir un métier avant d'aller en politique. Oui. Parce qu'en fait, pourquoi les gens s'approchent au poste politique? Et j'ai suivi un de mes aînés, que j'apprécie beaucoup, qui a dit que lui, il était politicien professionnel. J'étais choqué. Comment on peut être politicien professionnel? Comment peut-on être politicien professionnel? Vous êtes cordonnier, vous êtes maçon, vous êtes agriculteur, vous êtes ceci et cela, avant de devenir politicien. Vous êtes avocat, médecin, avant de devenir politicien. Mais chez nous, tout le monde se bat pour être député, pour être sénateur, pour être ministre, à vie. Mais c'est un grand problème pour la société. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans les milieux politiques, on a les avantages faciles qu'on n'aurait pas dans d'autres métiers. Parce que si vous êtes journaliste, par exemple, pour nouer les 2 bouts du mois, comme Patricia l'a dit, mais vous devez suer. Et c'est ça le principe de Dieu. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et donc, l'argent facile, ce n'est pas l'argent à encourager. Je dis chaque jour à mes enfants, dans la vie, lorsque vous voyez la facilité, fuyez. Il ne faut jamais aimer la facilité. Parce que, mon père, je crois que vous êtes d'accord avec moi,
que lorsque vous vous êtes battu et que vous avez eu un résultat, ces jours-là même, quand vous rentrez à la maison, vous êtes fiers devant votre épouse et les enfants. Exact. Et vous leur dites, j'ai eu une bonne réunion, j'ai négocié ceci et j'ai obtenu cela. Vous êtes fiers. Mais la jeunesse, en tout cas, le seul message que je dois donner à la jeunesse, la situation du Congo aujourd'hui n'est pas une fatalité. Si elle accepte cette situation, eh bien, on va continuer à la piétiner, se servir d'elle lorsqu'il y a des discours, que ce soit au stade de Martyrs, à Sainte-Thérèse, ou je ne sais pas, à l'Assemblée nationale. Ils sont pleins dans la salle, on leur donne 5 000 francs de transport, ils applaudissent. Quelqu'un qui, après avoir tenu son discours, il rentre pour prendre son champagne et il danse au rythme de Fally Ipupa. Ce n'est pas ça. Et demain, puisque la nature est ainsi faite, Patricia, demain, c'est cette jeunesse-là qui va accéder aux responsabilités. Alors, vous vous attendez à quoi? Ce sont ces gens-là que vous allez avoir comme président de la République, comme député, comme sénateur, comme ministre, comme gouverneur, comme chef de quartier. Et donc, nous devons investir dans l'éducation de la jeunesse. Et l'éducation, ce n'est pas seulement en envoyant les enfants à l'école, mais c'est l'éducation dans tous les sens. Les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, les valeurs sociétales, et tout ce que vous voulez comme valeur, nous devons donner ça à la jeunesse. Il y a des Koulouna aujourd'hui pour eux. Quel est l'avenir de ces Koulouna? Ces Koulouna n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'encadrement. Bon, vous allez les pourchasser parce que vous cherchez qu'ils puissent disparaître de la circulation, mais c'est des humains. Nous devons tenir compte de la situation qui est la leur. Pourquoi ils sont arrivés à devenir enfants de la rue? Résolvons les problèmes de fond et on n'aura plus ces Koulouna. Voilà un peu, Patricia. C'est ça mon combat et je suis très heureux que vous ayez évoqué ça parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que la plupart de temps, je m'adresse à la jeunesse. J'éveille la conscience de la jeunesse. Et je leur dis, peut-être mon père, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir eu un parcours lorsque j'étais déjà étudiant. J'ai fréquenté quand même des grands hommes d'État. J'ai fréquenté les Lunda Bululu, les Ndundo Bonongue, les Tambwe Mwamba, qui d'autres? J'ai cité Émile Ngoy, je peux citer aussi Général Ilunga Shamanga, paix à son âme. Donc, j'ai eu quand même à comprendre que ces gens-là, c'était des humains et qui pouvaient aussi commettre des erreurs et que nous pouvions aussi débattre avec eux et qui pouvaient parfois aussi accepter nos idées. Donc, j'attends que la jeunesse congolaise puisse être une jeunesse complètement décomplexée. Parce que ce qui tue l'Afrique aujourd'hui, c'est le complexe de la jeunesse. Le complexe de la jeunesse qui se répercute dans le complexe des dirigeants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un dirigeant africain, lorsqu'il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche, lorsqu'il n'a pas été reçu à l'Élysée, il ne se sent pas président. Et c'est un problème. C'est un véritable problème. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'une jeunesse totalement décomplexée et une jeunesse aux prises avec les enjeux de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci, merci. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que vous êtes un dirigeant ouvert à la discussion? Inversement, comme vous avez appris de ceux avec lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous êtes ouvert à la discussion avec les jeunes? Vous acceptez le débat? Alors, Madame Patricia, je veux vous dire, pas seulement que j'accepte le débat, mais j'adore le débat. Et il y en a qui me disent même que tu aimes discuter. Mais vous savez que les juristes, c'est ça leur vie. Nous aimons le débat. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Il y a un livre, Père, je ne sais pas si vous l'avez lu, ou Patricia, je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage-là, de Jacques Attali, c'était Mitterrand. Ah oui. Et Mitterrand raconte une anecdote, parce que c'était le collaborateur le plus proche du président. Et son bureau était juste juxtaposé à celle du président Mitterrand. Un bon jour. Il est encore utile à presque tous les présidents français. En effet, l'un des hommes les plus influents de la France en tout cas. Alors un bon jour, le président Mitterrand, c'est Attali qui raconte, un jour le président Mitterrand part de son bureau et entre dans le bureau de son collaborateur Attali. Et il regarde le jardin. Il dit, oh, Jacques, c'est cette vue que tu as du jardin. Vous voyez? Donc, du bureau du président Mitterrand, il voit le jardin. Du bureau de Jacques Attali, il voit le jardin.
Mais quand il est entré dans le bureau de Jacques Attali, il s'est rendu compte que Jacques Attali avait une autre vue du jardin que lui n'avait pas. Et c'est ça le monde. Donc, moi, je peux voir les choses comme ceci. Père Bojoko va les voir de cette manière-là. Patricia va le voir de toute autre manière. Et donc, le débat fait partie de ma vie. Même dans ma maison, j'adore le débat. J'adore le débat, même si, en tant que père de famille, il est de ces questions-là où j'estime que je dois être un tout petit peu dictateur. Je dis, on a suffisamment débattu, mais là, je m'assume. Voilà, un chef, c'est celui qui sait aussi s'assumer. Accepter le débat, les contradictions, mais aussi de pouvoir parfois prendre ses responsabilités. Et donc, ici, j'en veux pour preuve, Patricia, tous les gens avec qui je travaillais, et même tous les gens avec qui j'ai étudié. Je ne sais pas s'il y en a qui les suivent, avec qui j'ai étudié, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Les gens avec qui je travaillais lorsque j'étais chef d'agence, directeur, au corridor central, et même comme DG, j'adore le débat. Merci. 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 Voilà, alors on va avancer avec quelques questions qui nécessitent peut-être aussi des réponses très rapides. Alors, vous êtes encore jeune, même si vous êtes papa, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez déjà beaucoup travaillé et vous avez commencé en fait déjà à travailler, ce qui est rare d'ailleurs en République démocratique du Congo. On a évoqué ça, les gens trouvent difficilement du travail déjà à 28 ans. Pour dire que nous avons bien préparé l'émission, n'est-ce pas, Patricia? Déjà à 28 ans, vous aviez eu de grandes responsabilités, et depuis 28 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes encore dans la jeunesse, si on peut dire. Et donc, c'est pour dire que vous voyez encore l'avenir. Donc, devant vous, vous avez l'avenir devant vous. Et même si vous avez beaucoup fait, mais il y a encore des choses qui peuvent vous passer à travers la tête pour dire, voilà, j'ai tel projet pour moi-même, pour ma société, pour mon pays. Quelques projets qui vous passent en tête? Oui, merci Père. Donc, je ne sais pas si vous me permettez de pouvoir quand même dire quelque chose que j'ai escamoté dans mon parcours, parlant du travail. Allez-y en tout cas. C'est vrai que il y a le terme généralement usité en Occident, job des étudiants et tout ça. En Afrique, c'est rare. Mais Dieu m'a fait grâce. Lorsque j'étais étudiant, il y a une famille amie, donc un ami à mon père. Qu'est-ce qu'il faisait pendant mes vacances, lorsque j'étais encore étudiant? Il me mettait dans une grande salle où il y avait de la paperasse partout et il me demandait de mettre de l'ordre dans son secrétariat. Donc, en tant qu'étudiant, j'ai eu quand même à travailler comme secrétaire. Donc, j'ai rangé les documents qui étaient dispersés à gauche à droite. Et même toujours quand j'étais étudiant, lors de l'éruption du volcan Nyiragongo en 2002 à Goma, il avait été créé une ASBEL qui était dénommée Comité d'assistance de Nyiragongo. Et déjà à cette époque-là, je travaillais dans cette ASBEL comme coordonnateur adjoint. Donc je crois que j'ai commencé mon travail un peu plus tôt quand même que 28 ans, même si sur le plan formel, on peut dire que c'est autour quand même de 26-27 ans que j'ai commencé à travailler. Alors maintenant, je peux répondre à votre question. Est-ce qu'il y a des projets? Oui. D'abord, tant qu'on vit, on espère. Et tant qu'on espère, on continue à ficeler des projets. Des projets sur le plan, de notre pays, il y en a beaucoup. Je rêve, par exemple, de pouvoir participer dans une des dispensations dans mon pays, en tout cas, à la reconstruction de la RDC. Je rêve, en tout cas, un jour, je le dis souvent à ma famille, je rêve un jour, en tout cas, la République démocratique du Congo, de l'Est à l'Ouest, au bord, en tout cas, d'une voiture basse, pas d'un 4x4, vraiment une voiture basse. Donc, je rêve d'un Congo interconnecté et je souhaite d'être parmi les participants de cette reconstruction de la RDC que je rêve depuis ma tendre enfance. Je rêve en tout cas de la restauration de la paix en République démocratique du Congo et c'est ainsi que je ne m'empêche pas de dire que je participerai à toutes les initiatives qui peuvent ramener la paix en République démocratique du Congo et qui peuvent permettre à la RDC de connaître son histoire. Voilà mon point. Ça, c'est sur ce dernier point, c'est le souhait de nous tous.
que nos frères qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent un jour retrouver la paix, puisque ça dure quand même depuis longtemps. Alors, Patricia, la question magique n'est pas encore venue, mais si. Alors, merci beaucoup, Monsieur Patient. D'abord, votre parcours est très inspirant, même en tant que femme. Hein, je pense que, surtout moi, parce que je m'aligne beaucoup avec ce que vous dites, parce que j'ai des aspirations politiques. Je ne les ai pas encore exprimées clairement, mais comme vous, j'ai très envie de participer à la reconstruction de mon pays. Et tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir quel message vous passerez à la jeunesse, même si je ne suis plus très jeune, je me suis sentie vraiment édifiée par ça. Et j'espère que nos internautes, en tout cas, nous ont suivis. Et même s'ils ne nous suivent pas en direct, ils nous suivront. Je repasserai des petits extraits de ces moments clés-là. Alors, ma dernière question, ce sera à savoir si vous étiez une citation, laquelle seriez-vous? Si j'étais une citation, laquelle je serais? Cogito ergo sum. Je pense donc que je suis. Voilà. Brillant, merci. Voilà. Alors, merci, Patricia. Voilà, des petites questions avec des réponses rapides. Monsieur Patient Saïba Tamboué. Voilà, votre nom d'abord, déjà, ça nous a beaucoup inspiré, comme vous avez expliqué, la patience, et puis l'amitié, et puis moi j'ai dit ça comme ça, la férocité du lion. C'est quand même mettre tout ça ensemble, hein, c'est une bonne synthèse. Alors, le plus beau moment de votre vie jusqu'à présent? Oui, le plus beau moment de ma vie jusque maintenant, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Alors, que regrettez-vous dans la vie jusqu'à présent? D'abord, il ne faut pas se fondre dans les regrets. Il faut toujours prendre chaque événement avec beaucoup de sportivité. Et lorsqu'on est chrétien, la parole de Dieu nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et donc, ce n'est ni ma foi, ni mon caractère, en tout cas, de me fondre dans des regrets. Mais si je dois parler d'un des plus grands regrets de ma vie, c'est peut-être de ne m'être pas engagé en politique. Non, pas en politique. C'est de n'avoir pas fait l'armée. Okay. Parce que je le dis, et si vous voulez, je vais l'expliquer. J'ai toujours dit que avec cette situation actuelle en RDC, si j'étais militaire, je pense que ou je mourrais, ou la situation serait autre. Voilà, merci beaucoup pour ça. Alors, nous vous avons bien traité, c'est aussi une question que nous posons toujours à nos invités. Patricia était gentille malgré ces questions. Moi, je vous ai aussi bien traité. Non, Père, c'était un très grand plaisir. Je pense que c'était un très bon échange ou des très bons échanges avec des questions de très grande valeur. Que ce soit vous, que ce soit Patricia, vous m'avez traité alors comme un prince. Et je me sens heureux. Merci. Voilà, en tout cas, grand merci pour ces mots qui nous encouragent à recevoir toujours nos invités, à les bien traiter. Et les gens qui nous suivent savent que nous ne sommes ni de gauche ni de droite, même du centre, comme disait. Et pas dit encore, on disait ni au centre, ni à gauche, ni à droite. On ne savait même pas ce que ça signifiait. Mais nous, on essaie d'être gentil avec tout le monde. Donc, nous recevons tout le monde ici avec gentillesse et gratuitement d'ailleurs aussi. Donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Peut-être qu'à travers nos questions, nous n'avons pas pu ressortir de vous, de votre tête, de vos pensées, tout ce que vous vouliez aussi dire aux gens. C'est comme ça qu'on vous donne le dernier mot.
Non, en tout cas, je pense que je me suis appesanti sur toutes les questions qui faisaient l'objet de cette émission. Ce que je peux dire, c'est d'abord vous féliciter. Féliciter cette émission Dialogue avec, parce que c'est une émission pédagogique. C'est une émission qui non seulement pédagogique, mais très éducative. Et donc, je voudrais vous féliciter et demander à tous ceux qui ont suivi cette émission de vous apporter le soutien nécessaire et sur tous les plans. En ce qui me concerne, je pense que je serai désormais, en tout cas, l'un des fidèles auditeurs de Dialogue avec, parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre lorsque quelqu'un d'autre est en train de dire quelque chose. Et tant que nous vivons, nous apprenons. Pour le reste, en tout cas, ce que je peux dire comme mot de la fin, que Dieu vous bénisse richement. Voilà, merci beaucoup. Nous allons finir avec un téléspectateur qui vient d'envoyer ce message et qui est aussi le dernier des téléspectateurs. Ce dialogue est d'une qualité exceptionnelle. Si il dit ça, c'est puisque nous avons reçu aussi un invité exceptionnel. En tout cas, grand merci à Monsieur Patient Saïba Tamboué d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Petites difficultés techniques n'ont pas altéré notre volonté de poser des questions et ça n'a pas beaucoup dérangé l'émission. Et je crois que c'est aussi le moment de remercier de grand cœur tous nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours avec nous et qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Twitter, mais aussi à travers Instagram. Cette émission, vous l'aurez encore en rediffusion demain au cours de la journée. Et nous ne pouvons pas donner un rendez-vous fixe, mais nous allons nous retrouver certainement encore pour les prochaines éditions. Pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous leur souhaitons une bonne soirée. Tandis que les autres qui doivent encore continuer leur journée, nous leur souhaitons aussi une bonne fin de la journée. En tout cas, le plaisir était le nôtre, de Patricia et de moi-même. Et sans oublier aussi des petites salutations aux autres membres de l'équipe du Dialogue avec qui n'ont pas pu être avec nous, le professeur Chango, Alfred et aussi notre ami Yves Kacha qui pourront être avec nous prochainement. Donc, grand merci encore une fois, M. Patient Saïba, pour l'invitation. Et nous allons nous retrouver prochainement quand vous avez quelque chose à dire aux gens et n'hésitez pas à nous faire signe, nous vous donnerons encore une fois le micro. Donc, au revoir et à très bientôt. Merci mon père, merci Patricia. Ciao.